Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre web-série pour décrypter les grandes tendances et les enjeux du développement d'une stratégie digitale et omnicanal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Maréchal, qui est avocat associé spécialisé en prix de transfert, et Fabrice Naftalski, qui est avocat associé et responsable du département propriété intellectuelle et protection des données. Quand on pense e-commerce, on pense avant tout en tant que consommateur à la plateforme sur laquelle on se rend pour effectuer ses achats, mais c'est un des actifs incorporels utilisés par les entreprises parmi de nombreux autres actifs. La première question à se poser, c'est quels sont ces actifs, comment les sécuriser, et donc, encore faut-il pouvoir les identifier. Et y a-t-il une définition commune en prix de transfert et en propriété intellectuelle? Fabrice? L'actif incorporel en tant que tel, il n'est pas défini, mais il recoupe une foultitude de composants. Ça peut être une base de données, ça peut être des logiciels, ça peut être des brevets qui protègent une invention. C'est bien sûr tout type de contenu, qu'il soit audiovisuel, qu'il soit musical. Donc on a énormément d'actifs incorporels qui chacun obéissent à des régimes juridiques différents, même si le principal instrument de protection, c'est la propriété intellectuelle. En matière de prix de transfert, il n'existe pas de notion stricte d'actif incorporel. C'est une notion extrêmement vaste et on définit un actif incorporel comme étant un actif qui n'est ni matériel ni financier, mais qui pourrait faire l'objet d'une transaction entre tiers. Il n'existe pas de liste exhaustive. Il existe uniquement des exemples qui sont donnés par l'OCDE, des brevets, du savoir-faire, des relations contractuelles. En matière de e-commerce, on pourrait penser effectivement à la plateforme, on pourrait penser aux bases de données, on pourrait penser à la donnée même qui va être structurée, on pourrait penser aux logiciels qui sont autour, aux marques, aux URL, tout ce qui permet à une plateforme de se différencier et de développer son activité auprès des consommateurs. Oui, si on s'attarde sur la propriété intellectuelle, là aussi, il n'y a pas de définition de la propriété intellectuelle, mais la propriété intellectuelle va protéger différents actifs incorporels identifiés par le code de la propriété intellectuelle. Donc, on va avoir le droit des marques pour protéger les signes distinctifs. On va avoir le droit d'auteur pour protéger des œuvres originales qui vont couvrir les bases de données, les contenus, les logiciels. On va avoir le droit des brevets qui va protéger des inventions nouvelles qui ont une application industrielle. Pour autant, il y a quelques traits communs aux différents actifs protégés par la propriété intellectuelle. Donc, c'est très commun, c'est le fait qu'ils confèrent à leur titulaire un monopole, une exclusivité temporaire opposable à tous et qui sont susceptibles de faire l'objet de cession ou de licence, de concession de droit et qui bénéficie également d'une protection à la fois en droit pénal avec le délit de la contrefaçon et sur le plan civil. Une fois qu'on a dit ça, la comparaison elle s'arrête là parce que chaque incorporel va être soumis à des conditions de protection, un périmètre de protection et des durées de protection qui vont être différentes. D'où l'importance donc d'avoir une approche très analytique des actifs incorporels que l'on va retrouver sur une plateforme d'e-commerce, sachant qu'en plus, il y a certains incorporels qui ne sont pas protégés par la propriété intellectuelle, mais qui sont valorisables. Et là, pour le coup, on va avoir d'autres instruments comme le contrat, les accords de communication de savoir-faire, les accords de confidentialité ou le régime de la responsabilité civile avec l'action en concurrence déloyale et l'action contre les agissements parasitaires, par exemple. Donc on le voit, important d'avoir une approche extrêmement analytique pour bâtir une stratégie de protection et une stratégie contractuelle. C'est une notion qui est également, cette approche analytique extrêmement importante en fiscalité, puisque c'est à travers cette approche analytique qu'on va être capable d'identifier les éléments qui ont fait levier, qui ont permis de créer une survaleur. Et c'est cette survaleur que les États et les administrations vont chercher à taxer. Donc, il est extrêmement important de pouvoir identifier les incorporels pour pouvoir ensuite identifier les survaleurs qui y sont associées. Donc, effectivement, il est essentiel d'identifier les actifs incorporels pour bien les protéger. Mais comment sécuriser justement les droits sur ces actifs incorporels? Quels sont les instruments, Fabrice, dont disposent les entreprises pour
effectuer cette protection? Alors, les instruments juridiques vont s'appuyer à la fois sur le contrat et la preuve des droits. Et donc, il va falloir les décliner en fonction des modalités d'exploitation de la plateforme. On a des plateformes qui vont avoir un rôle d'intermédiaire. Et dans ce cas, c'est les conditions générales d'utilisation de la plateforme qui vont gouverner la manière dont les droits sont transmis aux utilisateurs. On va avoir des plateformes qui vont produire leur propre contenu ou qui vont acheter les contenus auprès de tiers. Et là encore, c'est le contrat qui va permettre de sécuriser la chaîne des droits, la chaîne de cession sur les droits, de sorte que, in fine, l'utilisateur puisse utiliser la plateforme. Et très important, la plateforme est elle-même un outil, c'est-à-dire que la plateforme va générer des droits de propriété intellectuelle sous forme de développement informatique, d'algorithmes, sous forme de bases de données, de contenu. Et là aussi, donc, on va avoir on va intégrer donc différents incorporels dont on parlait tout à l'heure, les applications, les développements, les logiciels et les bases de données. Et donc là, au-delà du contrat, un enjeu fort pour le titulaire de la plateforme, ça va être de faire la preuve de ses droits, puisque contrairement aux signes distinctifs protégés par le droit des marques, il n'y a pas un office qui publie la titularité sur ces différents droits. Donc il est important de déposer auprès de tiers, comme l'Agence de protection des programmes s'agissant des codes sources de logiciels, ces droits pour en conserver, en aménager la preuve, l'antériorité et la paternité. Et donc le titulaire de la plateforme, il va falloir qu'il jongle à la fois avec les instruments, les mécanismes contractuels, mais aussi avec des mécanismes qui lui permettent d'assumer la preuve de ses droits, et donc d'où l'importance d'avoir autour d'une plateforme une stratégie juridique afin d'assurer une protection appropriée des droits et permettre donc la valorisation et la monétisation de ces droits. En matière de prix de transfert, la sécurité des droits de propriété intellectuelle liés à une activité digitale ne va pas se faire vis-à-vis de tiers, mais va avoir comme une importance de définir qui est propriétaire et donc qui a le droit au profit qui est associé à ces droits de propriété intellectuelle. Et donc, sécuriser la propriété, c'est sécuriser sa politique de prix de transfert. Le premier élément, le premier instrument, c'est le contrat. Le CDE, le BOFIP, la jurisprudence renvoient au contrat comme étant l'élément clé de sécurisation de la propriété intellectuelle en matière de prix de transfert. Mais c'est le premier élément. Ensuite, il va falloir s'intéresser au comportement effectif des parties et analyser qui est intervenu dans la création de la valeur du droit pour pouvoir définir qui en est propriétaire juridique ou économique. Et pour cela, l'OCDE offre une grille de lecture à travers l'analyse des fonctions dites DEMPI, développement, amélioration, maintenance, protection, exploitation. Et il va falloir définir les entités, quelles sont les entités du groupe qui sont intervenues de façon essentielle dans une de ces composantes. Et c'est à travers cette analyse que l'on va définir qui est propriétaire ou copropriétaire d'un actif incorporel. Et sur la base de cette copropriété, on va alors pouvoir allouer à chacun la juste part qui lui revient, c'est-à-dire la part qu'il aurait pu réclamer au site, qu'il aurait pu réclamer à l'activité digitale s'il avait été indépendant. Donc on voit l'importance de cette analyse d'EMPI, c'est donc pour déterminer la rémunération auquel chaque partie a le droit, mais quelles sont les difficultés rencontrées concernant justement la rémunération de toutes les parties? Sur le plan de la propriété intellectuelle, on va être sur une approche beaucoup plus formelle. En fait, c'est le contrat qui va définir les modalités de la rémunération des différents contributeurs, des différents maillons de la chaîne, que ce soit un contrat de cession de droit, un contrat de licence, et qui va donc définir les modalités de paiement de cette redevance. Donc la redevance va pouvoir prendre la forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes, va pouvoir prendre la forme d'un pourcentage sur le bénéfice généré
par l'activité de la plateforme, mais ça peut être aussi un système de commission, un système de rémunération forfaitaire, hein, notamment en matière de logiciels ou de minimum garantie recoupable. Donc, on a différentes modalités de rémunération. Là où il faut être attentif, c'est que ces différentes modalités rémunèrent bien l'ensemble de la chaîne des contributeurs et cela de manière appropriée par rapport au mode opératoire et aux modalités d'exploitation de ces contributions sur la plateforme. En matière de prix de transfert, la règle est relativement simple. Il faut que chaque entité qui soit intervenue dans le développement d'un incorporel reçoive une rémunération de pleine concurrence. Pour ce faire, le CDE nous renvoie tout d'abord au contrat en indiquant de regarder les contrats et l'analyse d'EMPI auquel j'ai fait référence un petit peu avant. Une fois que l'on a dit cela, va se créer une difficulté qui est que c'est pas parce qu'une entité n'est pas partie à un contrat qu'elle n'a pas le droit à une rémunération. Ce n'est pas parce qu'elle n'intervient pas directement dans un flux de paiement qu'elle n'a pas le droit à une rémunération. Et donc il va falloir, en matière de prix de transfert, structurer les relations au sein du groupe pour s'assurer que chaque entité puisse effectivement recevoir le profit sous quelque forme que ce soit qui lui revient. Ensuite, les modes de rémunération sont extrêmement diverses et va dépendre de la structure du groupe et de la structure de la plateforme, du site internet. Est-ce qu'on est sur une structure centralisée, une structure décentralisée? Est-ce que le vecteur premier de création de richesse, c'est la plateforme, ce sont les données? C'est au contraire une activité physique qui s'adosse à cette activité digitale. Et sur la base de l'ensemble de ces analyses, on va pouvoir définir, et de l'analyse de qui est propriétaire des droits sous-jacents, on va pouvoir définir quel est le profit qui revient à chacun et la modalité de rémunération de l'ensemble des parties. Donc on voit qu'il n'y a pas un modèle unique, mais une analyse sur mesure à réaliser au titre de chaque projet, d'où l'importance d'être accompagné par des experts tout au long de la mise en œuvre de sa stratégie digitale. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce sujet passionnant et à très bientôt dans un nouvel épisode de notre web-série.